Avec moi, Marie-Ève Cyr et Martin Lefort, les parents de Lucas Lefort qui est mort à l'hôpital dans les circonstances qu'on vient de raconter. Donc, vous vous retrouvez pendant un petit bout de temps toute seule avec lui et vous lui dites adieu et il part. Mm-hmm. Est-ce que vous avez de la colère tout de suite ou si vous avez trop de peine? Parce que la colère a dû s'installer. À un moment donné, vous passez 2 jours, vous venez de me raconter qu'en 2 jours, votre petit gars part de même, il n'y a pas d'affaire à partir. Mm-hmm. Comment vous réagissez à ce moment-là? Ben, tu le crois pas, hein? C'est comme si tout t'échappait, tout ton univers se brise autour de toi. Puis je vous dirais que même les gens qui étaient présents, l'équipe des soins intensifs de Sainte-Justine n'avaient pas l'air eux-mêmes de comprendre ce qui venait de se produire. Ben oui, perdre un petit gars comme ça qui en principe, a une maladie qui soigne, là. Surtout sachant qu'il avait juste été amené à l'urgence pour un rhume, un peu de symptômes d'asthme. Donc eux-mêmes, là, ils ont un peu... Ils ont un peu annoncé le décès. On a senti qu'il y avait un malaise général. Là. Il était affecté d'autres aussi. Oui. Donc, je parlais de la colère. Là. Vous vous retrouvez toute seule à la maison après coup. Là. Comment elle arrive, la colère? Là? Ah, on rumine. Tout se passe dans la tête, entre les 2 oreilles. On dirait que tout, pas mal, commence à être une injustice, on dirait. On dirait que tout commence à aller croche. Puis là, moi, comme je vous disais tantôt, j'avais comme tellement un regard extérieur à Valleyfield, de voir toute la situation qui se passait. Puis là, je commence à voir plein de choses qui, à la base, je voyais qui clochaient, mais que là, je le vois réellement, que c'était réellement, ça clochait, je le sentais, puis c'était là. Puis encore là, il y a tout le temps le petit côté coupable, la culpabilité qui se met à monter. J'aurais-tu dû me fâcher, puis me fâcher, peut-être que ça aurait bougé. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on m'aurait juste mis à part, mis à côté. Ben oui, parce que quand ça arrive, tu connais rien là-dedans. Tu dis au monde, occupez-vous-en, vous connaissez ça. Vous. Fait que je pense qu'après ça, c'est sûr que tu as une colère intérieure parce que tu comprends rien. Mais la seule fois que tu sais, c'est que ton enfant il est décédé. Tu n'as aucune réponse. Tu as Valleyfield qui ne rappelle pas. Sainte-Justine qui, eux, nous rappellent. Ils nous envoient même une carte de souhait ou quelque chose en genre qu'ils nous ont envoyé. Ils n'ont jamais assumé rien. Ils n'ont jamais été touchés par quoi que ce soit. Est-ce que c'est à cause qu'ils pognent juste in and out quand ils rentrent travailler? Ils n'ont pas senti, je veux dire, le malaise, le mal, la douleur qu'on peut avoir, qu'un petit gars de 5 ans et demi peut avoir. C'est toutes ces injustices-là qu'on dirait qu'après ça, ça rentre beaucoup. Puis même, je vous dirais qu'au bout d'1 an, en dedans de moi, c'est pas parti. Et c'est pour ça que vous êtes allé voir un avocat, là, vous avez dit... Ben, c'est surtout, en plus qu'on en parlait avec les gens autour de nous, plus qu'on informait les gens du décès de Lucas, puis que les gens nous demandaient, mais dans quel contexte, qu'est-ce qui est arrivé? Plus que toi, tu le racontes, plus que tu te rends compte. Mais ça s'est-tu vraiment passé comme ça? Puis tu sens aussi le point d'interrogation dans le regard des gens en disant, t'étais dans un hôpital... Puis, tu sais, il y avait juste de l'asthme, puis il est décédé quand même. Comment ça... Tu sais, j'étais pas perdue dans le fond des bois, là... Ben oui, dans l'hôpital. C'est ça, tu sais. Alors, Maître Ménard, ils vous ont choisi parce que vous êtes quelqu'un d'assez solide en la matière. Et moi, vous êtes venu assez souvent sur mon plateau me parler de différents éléments. J'ai rarement vu... un enchevêtrement, un enchaînement d'erreurs de la sorte. Parce que là, vous impliquez 5 médecins. C'est pas rien, là. C'est 5 médecins. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont traînés les savates. Ils n'ont pas osé prendre le lead, comme on dit. Ce qui est malheureux, c'est qu'à partir d'une condition qui, a priori, n'était pas dramatique, là. L'état de Lucas s'est détérioré. Il y avait des signes de plus en plus inquiétants qui apparaissaient. Puis c'est comme si c'était pas géré comme il faut, là. L'information s'est rendue à un certain degré. Un médecin, puis un autre et un autre. Puis un peu comme tantôt Mme Cyr en parlait, on a perdu un temps précieux dans ces matières-là. Puis ça, les règles d'alors imposent aux médecins d'abord de porter attention à l'évolution. Puis quand il y a une détérioration, il faut intervenir, il faut questionner notre démarche diagnostique.
Puis si on se rend compte que la condition est plus sévère que ce qu'on passe au départ, bien, il faut se demander est-ce qu'on a les moyens de traiter ce cas-là ici ou est-ce qu'il faut le transférer ailleurs. Puis dans un cas comme ça, évidemment, c'est toujours expertisé avant par des médecins experts qui regardent ça. Votre raisonnement, c'est que la moyenne des médecins n'aurait pas agi de cette façon-là. C'est pour ça que vous parlez de négligemment. À chaque élément de votre poursuite, il y a négligence. Ce qui arrive, c'est qu'on a établi qu'il y a eu des contraventions aux règles de l'art ici, puis c'est ça que nos experts qu'on retient et évaluent dans un dossier comme ça. Alors, ce qu'ils nous disent, écoutez, dans un dossier comme ça, on aurait dû d'abord porter beaucoup plus attention à la détérioration de la condition de l'enfant. L'enfant est tombé en détresse respiratoire au début de l'après-midi. Il y avait vraiment des indices de plus en plus sérieux. À un moment donné, quand il a commencé à halluciner, ça veut dire qu'il manque d'oxygène au cerveau, là. Il y a un problème sérieux d'oxygénation du cerveau qui provoque ça. Rendu là, ça ne prend pas un cas classique. Là, les signes deviennent beaucoup plus évidents. Mais les infirmiers, vous embarquez les infirmiers, les infirmières, inhalothérapeutes dans la poursuite. Là. Ce qui arrive, c'est que d'après le dossier, il n'est pas toujours clair de quelle manière l'information a été passée. Parce que malheureusement, c'est plate à dire, mais ce pas les mêmes assureurs qui présentent les médecins et les personnels hospitaliers. Puis souvent, la défense d'un, c'est de dire c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Ouais. Alors, les médecins peuvent dire bien, les infirmières ne nous ont pas avisés en temps utile. Puis du côté de l'hôpital, on peut dire bien, les médecins n'ont pas réagi comme il faut. Alors, dans ces matières-là, évidemment, il faut, vu que le dossier ne dit pas absolument tout, il faut être prudent avec ces choses-là aussi. Puis ce qui est malheureux par ailleurs, c'est qu'une fois que l'accident est arrivé, l'hôpital n'a pas considéré ce qui est arrivé comme étant un accident. Donc, on n'a pas rencontré les parents pour les informer de ce qui était arrivé. On leur a pas offert de support. C'est malheureux parce que la loi oblige maintenant à déclarer tous ces cas-là comme accident. Le cas de Lucas ne fera pas partie des données officielles. Ce ne sera pas un décès lié à un accident de soins parce qu'on n'a rien fait de ce qu'on aurait dû faire à cet égard-là. Et surtout, on a privé les parents à la fois d'informations et de support. C'est pas acceptable. C'est un avocat qui informe les parents de ce qui s'est passé. Je pense que l'hôpital avait un premier devoir avant nous autres. Quand on dit pas de support, ils vous ont jamais reparlé après, là? Vous n'avez pas eu un coup de téléphone, quelque chose? Il y a une infirmière qui a été présente sur place qui m'a téléphoné, mais ça semblait plus être un appel à titre personnel parce qu'elle s'inquiétait de savoir si on allait bien. Mais j'ai pas eu d'appel vraiment protocolaire ou même formel qui voulait faire un suivi avec nous et nous offrir à la limite des ressources, un soutien ou même des condoléances. Il est question, quelque part, dans la poursuite du fait que Lucas a un petit frère et lui, il a dramatiquement senti son départ. Tommy, bien là, maintenant, il est rendu à 2 ans et demi. Au moment où c'est arrivé, il était à peine âgé de 18 mois. Puis, c'est sûr qu'il l'a cherché longtemps dans la maison, hein? C'était son jouet 24 heures sur 24, ambulant. Il s'est ramassé enfant unique du jour au lendemain à questionner pourquoi Lucas n'est pas dans sa chambre, puis pourquoi Lucas ne va pas à l'école. Quand je lui demandais des fois c'est quoi qu'il cherchait, il me disait Lucas, puis ou Lucas. Aujourd'hui, je pense qu'à 2 ans et demi, il comprend un peu mieux. Maintenant, on lui dit, bon, Lucas, il est parti au ciel. Puis, on regarde des vidéos, des photos ensemble, puis il sait c'est qui, mais ça va rester quelque chose qu'on va, dans le fond, lui transmettre par nos souvenirs, notre mémoire, là. J'aime donc ça. Comment vous allez faire pour faire votre deuil? Parce que perdre un enfant, c'est le pire sévice qu'on puisse infliger à quelqu'un. Mais quand ça arrive dans des circonstances comme ça, où on parle de négligence, est-ce qu'il y a moyen de faire son deuil? Comment vous allez faire? Oh là là. On a suivi un camarade de travail à Marie-Ève qui nous a fait je ne sais plus comment on appelle ça, des ateliers sur le deuil. Puis il nous donnait les étapes du deuil, puisque moi, je suis très visuel. J'aime voir sur papier les étapes où je peux en être, ici et ça. Il y a des étapes qui s'appellent la libération, l'acceptation et toutes ces choses-là. Vous êtes loin de ça, là? Loin. J'ai pas le feeling que je vais en mourir puis que je vais l'avoir fait. Je peux pas accepter ça. Je pense que je vais avoir eu toutes les réponses. L'acceptation n'y sera pas. Bravo, j'ai des réponses, mais mon mal, il est encore là. Puis j'ai pas le feeling qu'il va disparaître de sitôt. C'est toujours à se demander qu'est-ce que ça serait s'il serait là. Qu'est-ce qu'on ferait? On va chez Toys R Us, on voit des jouets, mais ça nous fait penser à lui. On voit Tommy qui regarde des vidéos de Lucas. Il rit, il aime ça voir son frère, il aime ça voir des vidéos de son frère. Ça serait quoi s'il serait là? On ne le saura jamais. Alors,
ne sachant ça jamais, comment je peux réellement faire un deuil de ça? Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec cette douleur-là, apprendre à la gérer, mais l'acceptation... Non, je comprends. Surtout quand on mène un combat comme celui en ce moment, puis qu'il est question que ça l'aurait pu être probablement évité. Ben oui, il est obligé de venir le raconter, puis de souligner tout le temps qu'effectivement, ça aurait pu être évité. C'est ça qui est le pire. Hein? C'est encore plus difficile à accepter. Je vous souhaite bonne chance dans ce processus de deuil-là. Je sais que ce ne sera pas facile. Merci. Puis, vous avez un bon avocat, en tout cas, Maître Ménard. Bonne chance aussi dans vos... Des parents courageux aussi. En tout cas, j'aime pas trop ça vous voir souvent, parce que vous venez toujours me parler d'affaires qui donnent froid dans le dos, mais j'espère, en tout cas, qu'en l'occurrence, il y a des gens qui vont allumer à quelque part, et surtout dans les centres hospitaliers. Puis c'est vrai ce que vous disiez. T'arrives là, t'es presque otage de ce qui se passe, et tu dis, faut-tu que je gueule, faut-tu que je donne des coups, parce que c'est comme si c'est celui qui va crier le plus fort qui se fait servir. Mais quand t'es rendu à ces stades là, où ça frôle la mort, tu sais plus quoi faire, tu laisses ça au monde. Et si ces gens-là prennent pas la direction, s'il n'y en a pas un dans la gang, quand il y a plein d'Indiens, c'est pas un chef dans la gang, ben c'est ce que ça donne.